Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, une nouvelle fois, et qui attend vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant et de faire abonner vos proches et vos alentours. Un immense merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et cette centième, maintenant, la centième vidéo désormais qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel et que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire le désormais ce qui fait discussion entre nous et à chacune de nos rencontres. Le CQFD d'aujourd'hui, de votre bled Magharibia, se consacre une nouvelle fois à ce fameux choix cornélien d'une indépendance ou plutôt d'une dépendance covidienne de ce Covid-19 et autres communiqués auxquels laconiques, donc un communiqué laconique auquel est confronté désormais cette Algérie en cette langue de bois, et que font toujours ces pseudo-autorités algériennes à propos de ce récent statut de membre observateur d'Israël à l'Union africaine. Alors que cette Algérie dite moderne ne peut même pas combattre un Covid-19 chez elle, dans ses hôpitaux, qui sont au bord de l'asphyxie suite au manque d'oxygène. Une situation vraiment bizarre, puisqu'il y a de cela quelques jours, les voisins tunisiens, juste à côté, exprimaient leur gratitude à cette Algérie pour avoir évité l'asphyxie à leur pays en expédiant des caravanes de camions chargés d'oxygène. Les hôpitaux du pays crient aujourd'hui au manque de ce produit vital pour les malades du Covid-19. Et pendant ce temps, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie demande audience au roi du Maroc, alors que l'Union pour la République kabyle, cette URK, communique à propos de la déclaration de ces détenus. Et pendant ce temps, en Tunisie, la crise politique atteint son paroxysme avec un nouveau sommet, puisque le président de la République a gelé purement et simplement les travaux du Parlement et en même temps a démis le chef du gouvernement, s'octroyant par là le pouvoir exécutif. Et donc, après cette petite introduction, revenons-en à cette Algérie qui réagit en relativisant le statut de membre observateur d'Israël à l'Union africaine. En effet, après 3 jours de silence, le ministère algérien des Affaires étrangères a fini par réagir à l'octroi d'Israël du titre de membre observateur à l'Union africaine. Et ici, on ouvre les guillemets. Pour ce département, donc, c'est un non-événement, indique ce dimanche 25 juillet le département de ce Ramadan Lamamra, dans un communiqué relié par l'APS, cette Algérie Presse Service, à la botte du régime. Et le texte souligne que l'Union africaine compte 87 États
observateur extra-africain, précisant que les modes de fonctionnement de l'organisation continentale ne leur permettent aucune possibilité d'influencer les positions de l'Union africaine, dont la détermination et la compétence exclusive des États membres. Le ministère assure que la responsabilité du statut de membre observateur accordé à Israël revient au président de la Commission de l'Union africaine, à savoir le Tchadien Moussa Faki, et de noter que la récente décision n'est pas de nature à altérer le soutien constant et l'actif de l'organisation continentale à la suite cause palestinienne et son engagement envers la réalisation des droits nationaux inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères minimise la portée politique du titre de membre observateur accordé à Israël, estimant que l'agitation médiatique autour de ce qui relève davantage du non-événement que d'une percée à potentiel stratégique ne saurait porter préjudice aux exigences fondamentales d'une paix juste et durable au Moyen-Orient. La Palestine a également le statut de membre observateur auprès de l'Union africaine. Et la réaction algérienne, dite modérée, reste sans commune mesure avec les déclarations de responsables gouvernementaux au lendemain de l'établissement de relations entre le Maroc et Israël. Pour mémoire, l'ancien Premier ministre, ce Abdelaziz Jarrad, l'avait qualifié de réelle volonté d'attenter à l'Algérie, comme le confirme, selon ses dires, l'arrivée à présent de l'entité sioniste à nos portes, fermant les guillemets. Alors, qu'en ce qui concerne cette demoiselle Covid-19, les hôpitaux algériens sont au bord de l'asphyxie suite au manque d'oxygène. En effet, les oxygènes sont devenus une denrée rare, un trésor en Algérie, surtout les hôpitaux, puisque les malades du Covid-19 meurent tout simplement par faute d'oxygène. Ces derniers jours, les échos qui parviennent des hôpitaux sont alarmants via les médias et surtout les réseaux sociaux, laissent penser que la situation est très grave. Certaines vidéos sont devenues virales, comme celle montrant une ambulance arrivant en catastrophe dans un hôpital transportant les précieuses bouteilles qui vont sauver des vies. La cerise est telle qu'elle donne des idées à des opportunistes qui en font un moyen de s'enrichir, puisque les bouteilles et les concentrateurs ont vu leur prix doubler en quelques jours. Suivant les chiffres communiqués déjà au début de la pandémie, l'oxygène ne devait en aucun cas manquer. Et l'Algérie, disposant de plusieurs unités opérationnelles et produisant des quantités jugées suffisantes. Les chiffres liés à la production nationale viennent d'être réitérés par le ministre de la Production pharmaceutique. 430 000 litres d'oxygène liquide sont produits quotidiennement, soit
l'équivalent de 400 millions de litres d'oxygène gazeux, de quoi prendre en charge des dizaines de milliers de malades. Les quantités disponibles sont donc toujours suffisantes, malgré la flambée du nombre de contaminations quotidiennes. Rappelons-le quand même, plus de 1200 cas par jour. L'Algérie ne compte pas des dizaines de milliers de malades nécessitant une assistance respiratoire. Le gouvernement, si l'on peut encore l'appeler ainsi, n'a pas communiqué le chiffre des patients Covid-19 hospitalisés et nécessitant un apport en oxygène. Mais le problème a fini par se poser et de façon très aiguë. Il ne s'agit pas simplement de produire cet oxygène, mais aussi de le transporter avec un pays, continent, et de contenter tout le monde, explique le même ministre. Et voilà donc où se situe l'insuffisance dans les moyens d'acheminement du produit et la planification de la distribution. Une situation qui ne peut s'accommoder des demi-mesures. Le problème qu'on a et pour lequel nous sommes tous mobilisés, c'est le problème de l'oxygène. Notre production était suffisante, mais ce n'est plus le cas. Et avec la hausse surprise des contaminations dans tous les pays, la production est devenue insuffisante, a indiqué mercredi dernier pour sa part le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. On savait très bien que l'épidémie n'était pas terminée, qu'il fallait revoir surtout le circuit d'approvisionnement et de distribution de l'oxygène. D'autant qu'en ce moment, tous les hôpitaux ont besoin en même temps de quantités importantes d'oxygène, alors que de leur côté, les fournisseurs n'arrivent pas à suivre en matière de distribution, explique le même docteur Yousfi. Commander, c'est prévoir, dit-on, ce qui était largement suffisant lorsque le pays connaissait l'une des situations les plus stables au monde, ne peut l'être avec l'explosion exponentielle des contaminations. Et encore, toujours de l'avis des spécialistes, les bilans annoncés par le ministère de la Santé ne reflètent pas la réalité, étant donné que seuls les cas dépistés par PCR dans les établissements de santé sont pris en compte. Il faut dire que la vague actuelle n'a jamais été exclue par les spécialistes qui n'ont eu de cesse de mettre en garde contre le relâchement dans le respect des mesures barrières. Et le pseudo-gouvernement a décidé donc d'agir en catastrophe et une cellule a été installée au niveau du Premier ministère afin de coordonner les efforts de tous les départements et services concernés afin de mutualiser, si on peut dire ainsi, et réquisitionner les moyens de production et d'acheminement de ce produit vital. Et sur le terrain, la situation est plus qu'alarmante, puisque les hôpitaux ne manquent pas seulement d'oxygène, mais aussi de lits pour recevoir tous les malades qui affluent, car de nombreux services sont exclusivement dédiés au traitement du Covid. Les personnels sont exténués et si les contaminations ne baissent pas au plus vite, il faudra s'attendre à une
situation plus compliquée encore, voire ingérable. Cette pénurie d'oxygène et la saturation des hôpitaux doit frapper tout de même les esprits et susciter une réaction à la mesure de la gravité de la situation, une réaction en tout cas plus ferme que les dernières demi-mesures annoncées par ce pseudo-gouvernement. En dépit de la hausse de la contamination, des cas de contamination donc, et de la saturation des hôpitaux, les Algériens, les Algériennes continuent à aller à la plage, dans les cafés, les restaurants, à assister aux enterrements et aux mariages sans aucun respect des mesures barrières. Mais il faut se le dire quand même, et surtout se le rappeler tout de même, que tout cela se passe dans un pays qui possède, paraît-il, le meilleur système de santé sur le continent, si ce n'est dans le monde, d'après les dires même d'un certain athée, atteint lui aussi par cette demoiselle Corona. Et justement, en ces moments, que le président du MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, demande de rencontrer le roi Mohamed VI. Effectivement, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie entend tirer profit du soutien officiel marocain à sa cause, et c'est ainsi, dans une lettre adressée à l'ambassadeur du royaume marocain en France, Chakib Ben Moussa, le président du MAC, Farhat Mhenni, a tenu à exprimer à Sa Majesté le roi Mohamed VI sa profonde reconnaissance pour ce geste historique du royaume du Maroc envers la Kabylie qui aspire à son indépendance. La missive, qui date du 22 juillet dernier, ne se limite pas au stade de l'annonce des remerciements, mais porte également sur une demande destinée au souverain. Et Farhat Mhenni serait honoré de pouvoir rencontrer le roi Mohamed VI à sa convenance dès que cela sera possible, conclut cette lettre. Et cette demande intervient une semaine après la publication de la réponse du représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, Omar Hillel, aux déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra, largement en faveur du Polisario. Durant le débat général de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, MNA, tenu en format virtuel les 13 et 14 juillet dernier. Le diplomate marocain a notamment pointé du doigt, à juste titre, les contradictions de l'Algérie qui se dresse en fervent défenseur du droit à l'autodétermination, mais refuse ce même droit au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère. Et dans cette même foulée, l'URCA, Union pour la République de la Kabylie, communique à propos de ces détenus kabyles. Et en effet, dans une déclaration de l'Union pour la République kabyle, donc cette URK,
le porte-parole de l'Union, un certain Yazid Abid, salue l'esprit responsable des Kabyles pour avoir anticipé sur une marche à haut risque pour préserver la Kabylie du coronavirus. Il s'interroge aussi sur la déclaration des détenus kabyles, fustige la presse algérienne et réaffirme le soutien de l'URCA au Maroc suite à la reconnaissance de ce dernier du droit du peuple kabyle à l'autodétermination. Et l'Union pour la République kabyle salue l'esprit responsable de tous les acteurs kabyles qui avaient appelé à ne pas marcher vendredi 23 juillet 2021 dans les grandes villes en Kabylie. Aucun Kabyle lucide ne peut accepter de se joindre à la foule, quelle que soit la justesse de la revendication. Dans un tel contexte marqué par l'aggravation de la crise sanitaire, les Kabyles ont ainsi déjoué les plans machiavéliques de l'État algérien qui voulait introduire massivement ces éléments dans le Hirak. Et le but de cette opération est de brandir le péril étranger afin d'appeler à l'unité nationale, quitte à provoquer une hécatombe immense à cause de la Covid-19 justement. Par ailleurs, l'URCA est surprise par la déclaration attribuée à 5 prisonniers politiques kabyles dans laquelle ces derniers réaffirment leur attachement à leurs convictions politiques, ce qui est louable, mais en même temps condamne les déclarations d'officiels marocains, laquelle déclaration est rapportée par le biais de l'un des avocats du collectif, en l'occurrence Maître Mouqran Ait Larbi. Cette sortie médiatique, intervenant quelques heures après que la tentative de resserrement de l'unité nationale par la rue ait échoué, suscite moult interrogations. Et il est évident que parmi les détenus, il y a plusieurs sensibilités politiques. Il y a des indépendantistes, des souverainistes et des autonomistes. Et cette déclaration brouille l'identité politique des prisonniers au moment où la solidarité est requise envers tous les détenus et leurs familles. Et l'URCA dénonce vigoureusement toutes ces arrestations et exige la libération de tous les prisonniers politiques kabyles sans aucune condition, puisqu'il y a bien des vices de forme et de fond dans cette affaire qui nécessitent des déclarations communes au lieu de faire parler des prisonniers sous la contrainte de durcissement des peines à défaut d'allégeance au bourreau, sans porter de jugement de valeur. Nous avons l'ultime conviction que les détenus indépendantistes ne peuvent pas assumer une telle déclaration, car la Kabylie est plurielle et longtemps le rester. L'opinion nationale kabyle et internationale sait que d'habitude, ce genre de soutien n'émane pas des sinistres geôles algériens, mais des caciques du FLN, Front de Libération Nationale, et encore cet autre RND, Rassemblement National Démocratique, ainsi que des dignitaires d'El Mouradia, ce fameux palais. L'URCA dénonce aussi une certaine presse algérienne, qui par incompétence ou par calcul pousse la confusion à son paroxysme. Une presse ignorant que Mince Bouaziz Aït-Chebib n'est plus militant de l'URCA depuis longtemps
mais coordinateur de l'Alliance pour une Kabylie libre, cette ACAL. Et par conséquent, l'URCA dénonce l'emprisonnement des militants kabyles et exige leur libération. Et nous appelons à l'Union sacrée des Kabyles, dont l'action pour donner au monde une image d'un peuple qui cherche à se libérer de la tyrannie du régime algérien. L'URCA renouvelle ses remerciements à Sa Majesté le roi du Maroc pour son soutien au droit du peuple kabyle à exercer son droit d'autodétermination et souhaitant qu'un maximum d'autres pays suivront la même voie et reconnaîtront ce droit légitime du peuple kabyle. Une déclaration signée par Yazid Abid, porte-parole de l'Union pour la République kabyle, donc cette URCA. Alors qu'en Tunisie, la crise politique atteint un nouveau sommet puisque le président Kais Saïd a gelé les travaux du Parlement et démis en même temps le chef du gouvernement, s'octroyant ipso facto le pouvoir exécutif. Et des agents de sécurité tunisiens retiennent des partisans du président Kais Saïd alors qu'ils scandent des slogans dénonçant le principal parti islamiste du pays, Ennahda, devant le Parlement qui a été bouclé par l'armée à Tunis le 26 juillet 2021. Et en Tunisie, durement ébranlé par l'épidémie du Covid-19 et les difficultés économiques, c'est désormais la crise politique qui s'ajoute et qui atteint un nouveau sommet. Dimanche 25 juillet au soir, lors d'une réunion d'urgence au palais de Carthage, le président de la République, Kais Saïd, a décidé de geler purement et simplement les activités du Parlement pendant 30 jours, lever l'immunité des députés et limoger le chef du gouvernement, ce Hicham Mechichi. On ouvre les guillemets ici. Selon la Constitution, j'ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l'État et le peuple tunisien, a-t-il déclaré sur la page Facebook de la présidence. Nous traversons des moments très délicats dans l'histoire de la Tunisie, a-t-il ajouté. Et juste après cette déclaration, des milliers de Tunisiens ont déferlé dans les rues malgré le couvre-feu en vigueur et au son des klaxons, ils ont célébré ce que beaucoup considèrent comme la tentative de donner un nouveau souffle au système après des mois de blocage politique. Le chef de l'État avait plusieurs fois menacé ces dernières semaines de devoir agir pour dénouer la crise politique qui traversait la jeune démocratie tunisienne. Une crise dans laquelle il joue aussi un rôle en raison de son désaccord avec le chef du gouvernement, ce Hicham Mechichi. En effet, celui-ci, Hicham Mechichi, avait décidé d'un remaniement en janvier en nommant des ministres dont certains, entre guillemets, sont soupçonnés de corruption et de conflits d'intérêts. Et par contre, selon la présidence qui a refusé de leur faire prêter serment, et depuis, ces 9 ministères sont dirigés par intérim. Hicham Mechichi a été
à plusieurs reprises critiqué pour sa gestion de la crise politique, mais également sanitaire, alors que le pays connaît de 150 jusqu'à 200 décès par jour du Covid-19 et une saturation de son système hospitalier. Le chef du gouvernement a limogé donc le 20 juillet dernier, en plein pic de la quatrième vague, son ministre de la Santé, un certain Fawzi Mehdi, et de nombreuses questions donc demeurent. Et à ces problèmes de gouvernance s'ajoute l'impopularité du Parlement en proie au conflit et à la violence politique depuis les élections de 2019. Lors de manifestations contre le pouvoir qui ont eu lieu dimanche dans le pays, de nombreux slogans réclamaient sa dissolution, vu la mosaïque de partis qui le composent et les désaccords autour de la personnalité clivante de son président. Ce leader du parti islamo-conservateur, Nahda, Rachid Ghannouchi, ont accentué les problèmes au sein de l'Assemblée. En effet, ce Rachid Ghannouchi a qualifié de coup d'État les décisions de Kais Saïd. Et dimanche soir, il n'a pas pu entrer au Parlement, empêché par l'armée qui a été aussi déployée devant le siège de la télévision nationale, plusieurs institutions et l'avenue Habib Bourguiba, épicentre de la révolution de janvier 2011. Kais Saïd, président de la République, s'y est lui rendu tard dans la nuit pour réaffirmer face aux médias que ces décisions étaient constitutionnelles. Malgré les scènes de liesse dans les rues tunisiennes et la popularité dont jouit le président, rappelons-le quand même, élu avec quelques 72% des suffrages en 2019, de nombreuses questions demeurent à l'issue de cette nuit théâtrale. Les experts divergent sur l'interprétation de l'article 80 de la Constitution, invoqué par Kais Saïd pour prendre ces mesures spectaculaires. Cette pose tout de même et souvent des questions et vient en garant de la Constitution tunisienne. En l'absence d'une cour constitutionnelle jamais mise en place dans le pays jusqu'à aujourd'hui du fait des blocages politiques. Or, le texte ne détaille pas les mesures d'exception ayant pour objectif de nouveau, entre guillemets, de garantir dans les plus brefs délais le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. De plus, l'immunité parlementaire des députés a été levée et par ailleurs, le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée et celui de la Cour constitutionnelle doivent être consultés dans un tel cas de figure. Et Kais Saïd, le président de la République, clame avoir prévenu les deux premiers, le troisième étant inexistant. Mais Rachid Ghannouchi dément et Hicham Michichi n'a pas donné de nouvelles de lui depuis dimanche soir. Autre inconnu, les pouvoirs que peuvent réellement s'octroyer la présidence, notamment vis-à-vis de la justice. Le chef de l'État veut, par exemple, prendre la tête du ministère public et poursuivre en justice les députés ayant des affaires en cours
tout en annonçant dimanche dernier la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés. Mais alors, qu'en est-il enfin de la sécurité dans le pays? Le président, qui est également chef des forces armées, va-t-il mettre en vigueur la loi martiale pour appliquer ces mesures ou se reposera-t-il sur les forces de sécurité? Jusqu'à dimanche, donc, le ministère de l'Intérieur était lui aussi dirigé par intérim par le chef du gouvernement, démis de ses fonctions, donc. Pendant les premiers jours de la révolution de 2011, l'armée avait assuré la sécurité du pays face aux problèmes politiques que traversait le ministère de l'Intérieur, forteresse du régime policier, rappelons-le, de ce fameux Zine el-Abidine Ben Ali. Et, et lundi matin, une apparence de normalité régnait dans les rues de Tunis, hormis le sitting auquel se livrait le président du Parlement, ce Ranouchi donc, et quelques députés devant le palais du Bardo. Et la nuit a été longue en Tunisie. Les jours à venir le seront encore plus face à l'imbroglio institutionnel. Et donc, chers amis, c'est ainsi et c'est ici que prend fin provisoirement cette entrevue relatant une dépendance ou une indépendance, une autodétermination ou une détermination covidienne du marteau et de son enclume, mais en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir à travers toujours votre ce qui fait débat désormais ou ce qui fait discussion entre nous et à chacune de nos rencontres. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience et surtout votre participation jusqu'à nous écouter jusqu'à la fin de nos séquences. Et pour cela, un tout grand merci. Mais toutefois, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, en nous rendant par solidarité, à ne pas oublier votre chaîne Bled Magharbia en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances et en tout cas surtout de partager les séquences vidéo autour de vous et partout où vous vous trouvez. Un tout grand merci et pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.